Salut à tous et bienvenue pour un nouveau Top Retour. Le mois dernier, je vous avais mis le choix en sondage et vous avez décidé de voter pour Alice au Pays des Merveilles. À vraiment 3 fois et après. C'était super serré, ce sondage-là. Tellement serré que, ouais, ça s'est joué à 2 voix. 2 voix près. Au moment où j'enregistre ça, si ça se trouve, ça aura changé d'ici là. Et c'est la raison pour laquelle je balance ça tout de suite. Étant donné que ça a été tellement serré entre ces deux premières places, j'ai fini par me dire, vous savez quoi? Je vais faire plaisir au plus de monde possible. Et exceptionnellement, on va traiter les deux ce mois-ci. Voilà, ce mois-ci, vous allez avoir 2 top retours dédiés aux 2 gagnants du sondage du mois de février, histoire d'être sûr de bien sûr le gagnant déjà, parce que si ça se trouve, les votes vont changer et le numéro 2 va passer numéro 1, donc au moins je suis sûr de tout traiter. Et donc, ouais... je vous ferai 2 vidéos qui seront heureusement assez courtes, je pense, même si elles n'ont pas été simples à mettre en place. Et on va commencer tout de suite avec Alice au Pays des Merveilles, un de mes films Disney préférés, mon film Disney rétro, entre guillemets, préféré des vieilles années. Hein. Parce que ouais, depuis le temps, vous avez sans doute dû remarquer que je suis quand même un peu plus pris dans les films Disney des années 90 et au-delà que dans les films Disney d'avant les années 90. Il y en a quelques-uns qui se démarquent un peu comme Bambi et Pinocchio, mais en dehors de ça, c'est pas les premiers classiques Disney que j'irai voir. Hein. À nouveau, en dehors de Bambi, Pinocchio et Alice au Pays des Merveilles, il y a vraiment aucun film Disney d'antan que je me revois fréquemment. C'est pas les films les plus marquants qui soient pour moi. Et même s'il y en a de bien faits dans le tas, c'est clair et net, il n'y en a aucun qui atteint un niveau d'excellence, de revisionnage vraiment fort, à part ces 3 que je vous ai cités. Et le meilleur du lot pour moi est Alice au Pays des Merveilles, qui est un cas un peu particulier parce que ça... c'est très difficile de dire ce qui fait que pour moi ce film marche. Vraiment, ça suit une espèce de rêve. Hein, c'est pas une espèce, c'est un rêve. Hein, c'est un espèce de délire onirique que j'ai trouvé très bien pensé sur énormément de points. Tout simplement, on suit Alice et qui entre dans sa propre tête et qui va un petit peu montrer l'évolution de sa mentalité via les différentes rencontres qu'elle fera. Et ça, il y a quelque chose de super créatif et de très prenant à suivre là-dedans. Mais c'est un film très décousu, c'est clair et net. Et je ne suis pas particulièrement fan de ce genre de film à la base. Donc que Alice au Pays des Merveilles ait réussi à marcher, c'est ça qui me sidère un petit peu, je ne vous cache pas, qui m'a vraiment surpris avec ce film, contrairement à d'autres qui reposent un peu sur des systèmes similaires mais qui me passent par-dessus la tête, vraiment par-dessus la tête. Alice, ça a réussi à marcher. Et c'est ce qui fait que ouais, j'adore ce film. Mais bon, je lui ai donné 15,5 sur 20 et pas 20 sur 20. Donc c'est qu'il y a des choses à redire. Seulement, ces choses à redire, c'est pas des défauts à proprement parler. C'est surtout des choses qui auraient sans doute mérité d'avoir plus de peps, d'être mis en place de façon plus efficace. Mais c'est pas des défauts, c'est des choses qui sont bien faites. C'est juste que je trouve qu'elles auraient pu être mieux faites. J'appelle pas ça un défaut, hein. Je vais pas appeler un défaut un truc que le film réussit, mais juste pas autant qu'il pourrait de mon point de vue, quoi. C'est pas vraiment un défaut, ça. Et c'est un peu le problème avec Alice au Pays des Merveilles, c'est que je vois quasiment aucun défaut par rapport à ça. C'est pas mal de moments où je me dis perfectible, mais pas de moments où je me dis ah gros défaut super parlant. Et c'était le gros problème de cette vidéo à préparer, hein, parce que j'ai jamais autant galéré pour trouver 5 points négatifs. Hein. Je vous jure, hein, la plainte au trésor c'était fastoche en comparaison à Alice au Pays des Merveilles pour le top 5 des pires points. Parce que
j'ai dû les chercher assez loin. Et il y en a certains, des points dont je vais vous parler, qui sont limite, à l'extrême limite du chipotage. Hein. Et je comprendrais très bien que certains trouvent même que c'est du chipotage ce que je fais. Mais bon, j'ai vraiment cherché loin pour essayer de trouver des choses vraiment à redire, des défauts, pas juste des qualités qui auraient pu être meilleures, des vrais défauts. Et étant donné que ça repose pas sur une narration conventionnelle, les problèmes d'incohérence en règle générale, je peux m'asseoir dessus, hein, parce qu'il n'y en a pas trop. Hein. C'est normal que ce soit incohérent dans un certain sens parce que c'est un rêve. Enfin bon, je viendrai un petit peu sur ce détail là. Et j'ai pas trouvé de problème technique vraiment. Les chansons sont toutes plus ou moins prenantes. Il y en a certains qui sont un peu meilleurs que d'autres, mais il n'y en a aucune qui est mauvaise. Visuellement, c'est bien foutu. Il n'y a pas de mauvais moments de mise en scène. Ok, c'est difficile, hein, c'est difficile. Pourtant, alors, j'ai fait de mon mieux, j'ai cherché, j'ai réussi à trouver 5 points. Ça va pas être folichon, mais j'estime que c'est quand même des petits défauts. Donc, on y va, c'est parti pour les 5 pires points d'Alice au Pays des Merveilles. Quand on a fini, il n'y a plus qu'à recommencer. C'est très rigolo, en haut, en bas, en bas, en haut. Numéro 5, rêve et facilité scénaristique. On s'attaque direct au gros morceau, à ce qui représente l'essence du film, c'est-à-dire que tout ceci est un rêve. Et j'en ai déjà parlé, ça me dérange pas, vraiment pas, au sein de ce film-là, parce que je trouve que ça justifie bien. C'est pas un truc qui est joué comme étant une surprise ou quoi que ce soit, c'est clair et net qu'on suit un rêve où les choses se passent de façon complètement aléatoire selon un petit peu les dérives de l'esprit d'Alice, et c'est cool. Par rapport à ça, j'ai beaucoup apprécié tout ce qui est amené en termes de créativité. Le léger problème que j'ai par rapport à ça, c'est plutôt le concept même de la chose et ce qu'il implique. C'est-à-dire que ça justifie le fait qu'il peut se passer tout et n'importe quoi et qu'on n'a pas de grande cohérence à suivre. Et c'est le genre de choses qui a tendance à m'agacer dans certains films un petit peu parce que c'est l'excuse facile. Ça me rappelle une vidéo du joueur du grenier qu'il avait fait sur un film de dinosaures de Monde the World, je ne sais plus exactement ce que c'était. Tout était justifié par le fait que c'était notre héros qui s'imaginait tout ça. Et donc on pouvait fourrer tout et n'importe quoi. Dès lors qu'on part sur la vision du rêve, on a tendance à se permettre tout et n'importe quoi parce que c'est un rêve. Rien à redire donc. Et ouais, ça fait un peu grosse facilité ça. C'est le concept même qui a tendance à me gêner un petit peu. Et je dis ça parce qu'il me gêne dans d'autres cas en fait, parce que ça me gêne pas trop dans ce film là, c'est ça le souci. C'est pour ça que je le mets en numéro 5 aussi. Parce que voilà, il y a un film, je peux même pas vous dire son nom parce que sinon ça fait déjà spoiler, mais il y a un film qui repose un peu sur le fait que tout se passe dans la tête d'une personne. Et ça va être la connerie qui justifiera certains délires complètement inutiles et qui rimaient à rien à certains moments. Et ces délires inutiles qui rimaient à rien, ils me posaient problème. Et le fait qu'on doive les justifier par « Oh, mais de toute façon, il est arrivé ça. » Oui, mais ça apportait quoi au scénario? Ça apportait quoi au récit? Rien, c'était juste un délire. Et si, c'est un petit peu gênant ça. Je pourrais aussi rapidement parler des théories du rêve qu'on n'arrête pas de faire sur des tas de films. Mais bon, hein, je vais pas non plus trop m'apesantir là-dessus. C'est le truc facile qui justifie tout et n'importe quoi. C'est un rêve. Donc il y a des trucs qui sont pas super cohérents, des trucs qui sont un petit peu à redire dans la mise en scène, des délires qui semblent mettre le film en pause. Mais c'est un rêve et c'est un peu gênant. Alors, ça me gêne pas énormément dans Alice au Pays des Merveilles. 99% du temps, ça passe nickel. Mais il y a 1% du temps, à peu près, oui, je trouve que c'est un petit peu à redire. Et j'en parlerai dans les événements qui vont suivre. Et où, ouais, le fait qu'on utilise cette excuse-là pour justifier et dire que c'est plus trop un problème, je trouve ça gênant, voilà. Hein, c'est le concept de base qui me gêne. Comment il est utilisé dans ce film-là précis, c'est pas très grave pour moi. C'est pour ça que c'est seulement numéro 5. Numéro 4, serpent, herbe. Serpent. Ok, un des
truc récurrent dans le film qui me plaît bien, c'est le fait qu'on n'arrête pas d'appeler Alice autrement que qui elle est, la confondre avec différents trucs. Et à plusieurs moments, je trouve ça logique. Quand on la traite de monstre quand elle devient géante, c'est logique. Et il y a certains moments qui sont justifiés par la folie de nos personnages. Seulement, je trouve que la folie devient un peu trop facile pour justifier certaines choses, et peut-être que c'est mieux mis en scène, mieux mis en place dans le livre de façon à ce que ce soit plus crédible, mais quand on la prend pour une fleur au début, et lorsqu'on découvre qu'elle n'en est pas une et qu'elle se dise « Ah, c'est forcément une mauvaise herbe », je trouve ça gros. Un petit peu quand même, parce que, ouais, il n'y a absolument rien que dalle en commun, hein. Autant quand on la prenait pour une fleur, je peux comprendre un peu, il y a le côté beauté, robe, etc. Mais une mauvaise herbe, vraiment? Qu'est-ce qu'il y a tant ce peu en commun, physiquement, visuellement parlant? Tant plus qu'elle n'est même pas plantée, elle peut bouger comme elle veut partout, contrairement aux autres fleurs, quoi. Alors, je sais qu'on va me dire que c'est un délire, c'est dans sa tête, c'est sa rêve, mais à nouveau, c'est le petit problème que j'ai au début, quoi. Hein, et c'est pareil quand elle devient géante et qu'il y a cette espèce d'hirondelle qui la traite de serpent, je me dis... ouais, tout genre ça, il n'y a absolument rien à voir avec un serpent, que ce soit en termes de taille, de forme, de couleur ou quoi que ce soit. Pourquoi elle appelle ça un serpent, je sais pas trop. Je sais pas, elle aurait pu l'appeler autrement qu'un serpent ou un truc qui correspondrait plus à ce genre de forme, mais non, elle a appelé ça un serpent. C'est un peu bizarre pour rien en fait ça. J'apprécie énormément la bizarrerie d'Alice au Pays des Merveilles, mais cette bizarrerie là... Numéro 3, une grande méchante un peu trop tardive. J'aime beaucoup la Reine de Cœur, et l'une des raisons pour lesquelles c'est pas une de mes grandes méchantes préférées, c'est surtout qu'elle apparaît vraiment à la toute fin. Et c'est un peu comme Madame Mime en fait, qui est très sympathique à suivre en tant que méchante, mais qui apparaît vraiment genre 10-15 minutes à la fin, histoire d'avoir son petit moment. Mais avant, elle n'est pas du tout mentionnée, et on ne reparle plus d'elle après. Là, c'est un peu différent pour la Reine de Cœur, puisqu'elle reste quand même méchante jusqu'au bout. C'est quand même mieux que Madame Mime, mais ouais, jamais été mentionnée avant la toute fin, où le chat de Chester lui dit à Alice voilà où vous devez aller pour trouver la reine et retrouver le chemin de chez vous. Une fois de plus, on pourrait dire que c'est lié au thème du rêve. Elle imagine un peu les choses au fur et à mesure, et beaucoup de rêves se font comme ça, je suis totalement d'accord, mais... le lapin blanc a été un élément récurrent du rêve d'Alice. Parce que on peut avoir quand même des éléments récurrents dans un rêve, ou des éléments qui sont un peu amenés quand même. Et je trouve que ça aurait été cool de mettre en place la Reine de Cœur, pas la montrer avant soit sa grande apparition à la fin, mais mettre en place un peu qui elle est, comment elle gouverne, etc. En mettant, je sais pas, des affiches d'elle, en entendant parler, et à aucun moment du film, ou alors, pas dans mes souvenirs, mais j'ai vu quand même ce film pas mal de fois quand même, on en parle avant ce moment-là, à un quart d'heure de la fin, et je trouve ça un petit peu gênant. Je pense qu'on aurait pu tabler plus longtemps là-dessus, et vous le faites pas. C'est un peu dommage. Ça aurait davantage appuyé son statut de méchante mémorable si on l'avait instauré avant ça. Et je sais qu'on va me dire que le lapin blanc servait un peu à instaurer ça. Seulement, le lapin blanc, ce qu'il instaurait surtout, c'était un mystère. Où est-ce qu'il va ? Et ce mystère, on sent clairement que ce qu'elle suit, Alice, c'est pas la réponse à ce mystère. Ce qu'elle suit, Alice, c'est un mystère en fait. Et elle y répond à la fin, elle se trouve une excuse de fin pour ça. Donc il y a une logique derrière ça, hein. C'est pas comme si le fait que la Reine de Cœur arrive à ce moment-là, c'était mal foutu. C'est juste que par rapport au poids qu'elle est censée avoir, par rapport à l'impact qu'elle est censée donner, je trouve que ça perd en force et que c'est assez dommageable de la voir juste pendant 10 minutes, un quart d'heure à la fin, sans qu'on en ait jamais parlé. On aurait pu faire plus, on aurait vraiment pu faire plus, et je pense que c'est un manque, un léger manque, un peu regrettable du film. Numéro 2, une transition sommeil un peu discutable. Je vais pas avoir grand chose à dire, je trouve que la façon dont on passe de la réalité au monde des rêves est un peu bizarre.
sur le principe, et là, c'est pas justifié par le fait que c'est un rêve, non, 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 c'est un peu bizarre, la façon dont c'est mis en scène pour montrer que maintenant Alice rêve. Elle se fait gronder par sa grande sœur juste avant parce qu'elle fait pas gaffe à ce qu'elle lui enseigne. Et à peine 20-30 secondes plus tard, on continue à la voir parler et chanter sans que sa grande sœur fasse attention. Donc j'imagine qu'elle est déjà endormie à ce moment-là. Mais ça veut dire que dans la mise en scène, genre elle a mis 10 secondes à s'endormir. Hein. Elle faisait pas gaffe, elle s'est faite gronder par sa grande sœur. Mais après elle s'est posée... sur un arbre, elle s'est dit tiens, je dors. Dormeuse ultra rapide, hein. Presque aussi rapide que Pumba dans le Roi Lion 3 en fait. Rêve de punaise cette nuit. Je trouve ça discutable en termes de mise en scène et vous aurez peut-être pu trouver quelque chose de plus cohérent, de plus acceptable pour justifier le fait qu'elle passe de la réalité à son monde de rêve. Qu'elle s'endorme en fait. Et dans la mise en scène, c'est pas rendu très fluide. Comme pour toute cette liste, c'est pas super grave, nous sommes bien d'accord, mais tout de même, je trouve personnellement que ça reste de la mise en scène un peu trop facile. Et numéro 1, une tristesse un peu trop facile. C'est un rêve, c'est justifié, je sais, à nouveau, mais... dans tout le comportement que Alice affiche dans son périple, dans sa découverte du monde, de ses rêves, je trouve que l'une des transitions, l'un des changements d'humeur dont elle fait preuve est assez incohérent par rapport à ce qu'elle affiche. Alors, il y a un moment plus tard où elle se met à pleurer parce qu'elle est perdue et elle ne sait plus où aller, elle se rend compte des erreurs de sa curiosité. Et ça va, là, c'est totalement logique. Hein. Je trouve que son moment de réalisation de ça est un peu rapide. On aurait pu mettre ça en place de façon un peu plus étendue. Mais vraiment, c'est du chipotage, ça. Par contre, ce qui n'est pas du chipotage, c'est la première fois où elle se met à chialer. Hein, parce que là, je trouve que c'est... Hein? Mais genre... Hein? Elle est curieuse de tout, elle a une espièglerie claire et tout d'un coup, après une petite remarque légère de la poignée de porte, elle se met à chialer à chaudes larmes comme ça et je comprends pas, je puisse pas. Et c'est un truc qui est présent dans le bouquin hein, et en toute sincérité, c'est pas quelque chose que je vais énormément reprocher au film en lui-même. Le film en lui-même a essayé de suivre le bouquin et ça a toujours été une partie que j'ai trouvé bizarroïde. J'ai eu l'occasion de voir d'autres adaptations du livre, fidèles, hein, pas comme celle de Tim Burton qui n'a absolument rien à voir, hein, nous sommes d'accord. Donc des adaptations un peu fidèles qui reprennent des éléments du bouquin, et à chaque fois j'ai trouvé cette scène mais complètement facile et sortie de nulle part. Tout d'un coup, elle est super triste et elle se met à chialer à chaudes larmes sans que ce soit justifié, à part que il faut qu'elle chiale pour amener la suite des choses. Faut qu'elle se retrouve pris dans un torrent d'eau à cause de tout ce qu'elle a pleuré, et ben donc il faut qu'elle chiale à ce moment-là. Tout de suite, elle qui a une espièglerie posée part dans la tristesse exagérée comme ça pour les besoins du déroulé de ce qui se passe dans le rêve, c'est clair et net, et j'ai toujours trouvé ça gros, mais vraiment gros. C'est un mauvais jeu de mots parce qu'elle est censée être géante à ce moment-là. Parce que ouais, elle envisage pas une seule seconde de se remettre à boire la petite fiole qui la fasse rétrécir. Et ça lui vient pas à l'idée tout de suite. Parce que elle a quand même bu la fiole qui fait rétrécir juste avant. Donc pourquoi elle penserait pas à la boire juste après? Pourquoi elle se met tout de suite en mode oh, c'est trop triste ce qui m'arrive? Non, j'ai jamais compris ça. C'est le petit détail sur l'évolution psychologique d'Alice que j'ai jamais compris. Parce que l'évolution psychologique d'Alice se ressent dans ses interactions. On la montre très curieuse au début et très désireuse de suivre un petit peu les délires dans lesquels elle est prise. Mais plus ça va, plus elle commence à en avoir un petit peu marre et à vouloir rentrer chez elle. Mais là, elle en est vraiment au tout début. Elle a aucune raison d'être défaitiste ou quoi que ce soit. Mais... voilà. Ce passage, j'ai toujours trouvé ça... perturbant,
dans la logique de développement d'Alice. Et c'est ce qui fait que c'est vraiment le seul défaut important que j'aurais à noter dans cette liste, parce que vous avez remarqué hein, que les autres points étaient vraiment assez minimes. Il fallait que je trouve des choses à redire. Voilà, vous m'avez demandé 5 points négatifs, c'est une limite que je me suis fixée, 5 minimum, et ben voilà, je vous en ai trouvé 5. Et le seul vrai point sur lequel il y a vraiment matière à insister de mon point de vue, c'est celui-là. Le fait qu'elle se mette à chialer pour rien. Néanmoins, c'est juste un défaut important pour moi. Le reste, c'est assez... pas tout à fait du chipotage, mais vraiment presque. Et c'est un film qui reste vraiment enchanteur dans sa façon de faire les choses et qui a su m'agripper en ayant vraiment une approche narrative à laquelle j'accroche pas d'habitude. C'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour ce film-là que j'apprécie vraiment particulièrement. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Ne votez pas tout de suite en commentaire pour le futur top retour parce que je vous donne rendez-vous pour dans quelques jours pour notre top retour sur Moi Moche et Méchant 2.